Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour partager mes coups de cœur et toutes ces belles rencontres dans l'émission Confidence pour Confidence. Première femme commissaire divisionnaire de l'histoire de la police française, elle est devenue une figure incontournable de la scène polar. Elle a reçu le prix Polar à Cognac, le prix Ex-Braya et le prix du Quai des Orfèvres en 2013 pour son roman Des clous dans le cœur. Elle a écrit également pour la série télévisée Quai numéro 1 pour France 2. Les enquêtes du commissaire Edwidge Marion se poursuivent et après Dérapage et tabou, Daniel Thierry revient pour nous parler de son roman Féroce, paru aux éditions Flammarion. Cruel, mordant, glaçant, un roman qui ne vous laissera pas indifférent. Bienvenue aux amateurs du genre. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors pour votre parcours, tout commence en 1970. Vous devenez commissaire à Lyon à la brigade des mineurs. Alors en 1970, je ne deviens pas commissaire, je deviens officier de police adjoint parce que les commissaires ne sont pas encore, les femmes ne sont pas encore autorisées à passer ce concours. Donc le premier concours qui nous est ouvert, c'est un concours d'officier de police pour effectivement aller dans les brigades des mineurs, s'occuper de l'enfance, la protection de l'enfance, puisqu'on considérait que depuis mai 68, qui avait fait bousculer pas mal de lignes dans ce domaine et dans la police en particulier, on considérait que les femmes y avaient leur place, petite place, parce que les hommes n'aimaient pas trop s'occuper d'enfants, donc on se disait que ça serait bien qu'il y ait quelques éléments féminins. Voilà comment ça commence pour moi. Voilà comment tout a commencé. Et comment vous êtes passé donc de commissaire à écrivain ? Alors, je ne suis pas vraiment passée de l'un à l'autre, parce que ce sont des mondes qui sont très imbriqués, chez moi en tout cas. Moi, Quel a été le fil conducteur alors ? Déjà parce que depuis toujours, j'aimais la lecture, j'ai toujours aimé ça, j'étais une bonne élève à l'école, et puis j'ai fait des études un peu littéraires quand même. La littérature m'a toujours passionnée, et en particulier la littérature policière, parce que je suis tombée dedans, vraiment, dans la marmite, quand j'étais toute petite, avec une offre très limitée, bien sûr, à cette époque, puisque c'était quand même, pas comme aujourd'hui, il y avait très très peu de choses, très peu de choix, mais j'ai tout de suite aimé ça. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passait dans moi quand je lisais ces histoires, et je m'étais toujours dit que j'en écrirais un jour. Bon, la vie professionnelle fait que ça n'est pas aussi simple. Vous n'avez pas forcément eu le temps, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le temps, bien sûr, mais il y a surtout aussi cette espèce d'excuse qu'on se donne de ne pas le prendre, le temps, en se disant, parce qu'il y a quand même un doute sur le fait, est-ce que je serais capable ou pas ? Est-ce que c'est bien gentil d'avoir envie de faire des choses ? J'ai eu envie d'être championne olympique de marathon, par exemple. Même avec l'envie jusque-là, je pense que c'est compliqué. Donc l'envie ne suffit pas forcément. Voilà, on ne sait jamais si on va y arriver. Il y a quand même une petite crise de doute et d'angoisse à se dire est-ce que je vais savoir, et puis est-ce que ça va marcher, et puis une fois que il y a quand même énormément d'obstacles, vous savez, dans ce parcours d'écrivain. Donc je suis pas passée de l'un à l'autre un jour en me disant je tourne la page de la police. Ce sont des choses qui arrivent comme ça, un peu conjointement, un peu parallèlement aussi. Oui, c'est pour ça que je parlais de fil conducteur, quelque chose le fil peut-être conducteur pour moi c'est l'enquête, relie. c'est l'enquête policière, c'est l'enquête criminelle, c'est le fait que je me sois frottée quand même à ce monde qui est très très particulier, le monde de la délinquance, ces situations très dégradées. Bon, le monde de l'enfance, on va en parler, je pense. On a parlé de la brigade des mineurs, par où j'ai commencé, qui a été un choc pour moi, un vrai choc. J'étais éducatrice, donc m'étais déjà frottée à ça, un peu. Mais à ce point-là, non, parce que là, j'ai découvert vraiment des affaires que dans les années 70, on mettait un petit peu sous le tapis. On parlait très très peu des violences faites aux enfants. C'était des sujets qui restaient très très secrets, ou des secrets de famille, ou dans certains mondes, dans certaines catégories socio-professionnelles, on ne pouvait pas en parler, parce qu'on ne pouvait pas dire, par exemple, qu'un enseignant pratiquait des violences sexuelles sur des enfants. On se serait fait tuer sur place. D'ailleurs, moi, quand j'en parlais, quand j'étais à mes débuts, quand il m'arrivait d'en parler dans ma famille, dans un cercle familial ou amical, je voyais que les gens me regardaient bizarrement en disant « mais
ces flics, ils seraient capables d'inventer n'importe quoi pour se faire remarquer. Oui, on y reviendra. On y reviendra, bien tard, sûr, mais c'est très important. Parce que à ce moment-là, j'ai eu un déclic quand même, un déclic très important par rapport au métier et par rapport à ce qui a suivi, parce que ça a beaucoup imprégné mon travail littéraire, mon travail d'écriture. Oui, c'est ce qu'on voit justement dans votre roman Féroce. Tout d'abord, pourquoi ce titre ? Alors, ce titre est venu... moi, j'en avais un autre qui était un petit peu plus... un petit peu moins féroce, si je puis dire. C'est mon éditrice, quand elle a lu elle a lu mon texte, et j'avais pas de titre. Ça arrive qu'on n'ait pas... le titre, parfois, s'impose, parfois même avant que l'écriture ne commence. Et parfois en cours de route, on se dit, bah oui, voilà, c'est ça le titre. Mais évident. Là, il y avait des hésitations. Je savais pas, j'étais pas sûre de moi sur le titre. Et c'est celle qui, après lecture, m'a dit... C'est vrai qu'il est intéressant parce qu'il joue un peu sur les ambiguïtés de votre roman. C'est elle qui, après, m'a dit, mais moi j'ai un adjectif qui m'est venu, comme ça, c'est féroce. Bah, je dis, bah voilà, c'est bon, c'est le bon. Justement, la première page du roman, vous écrivez, en parlant, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Il l'a suivi, il a su, comme toujours, être inodore et incolore, invisible. Donc, comme je dis, le lecteur est immédiatement plongé dans l'ambiance de votre roman. Il s'agit du sujet de la pédophilie. Pourquoi ce choix, Daniel ? Alors, c'est un choix. Encore une fois, je suis très imprégnée par toutes ces affaires d'enfants. Et ce n'est pas que le sujet de la pédophilie. Il en est question parce que, évidemment, dans le service de police dans lequel travaille Edwige Marion, dont elle est la directrice, et qui a un groupe spécialisé qui traite justement de ces affaires de pédopornographie, mais à travers les réseaux Internet. Lespetitesmiss.com. Voilà, lespetitesmiss.com, les réseaux Internet, Facebook, enfin toutes ces choses qui se passent en ligne, bien à l'abri derrière des écrans, et qui ont quand même énormément facilité la propagation des images pédopornographiques, des échanges sur Internet. Et après, bon, quand on va plus loin... que ça facilite ce genre de choses. C'est sûr et certain. Ça facilite surtout la sortie de l'ombre, enfin la sortie de l'ombre partielle, parce que ceux qui restent un petit peu planqués derrière leurs écrans, en espérant ne pas se faire prendre, ce qui est quand même un vœu pieux, parce que heureusement, on en chope beaucoup. Évidemment, ça leur a donné de l'élan. Ils ne sont pas obligés de se découvrir, ils ne sont pas obligés de se mettre à jour. Ça permet de se masquer derrière un écran. Ils avancent masqués derrière un écran. Et le service en question, qui est l'OCRVP, un office de la police judiciaire, a un groupe spécialisé dans ces activités-là. Mais il est question aussi d'autre chose. Il est question aussi de l'activité de certains de ces réseaux qui ne sont pas forcément strictement pédopornographiques, mais qui utilisent les enfants, les images des enfants, et parfois dans un cercle très proche, le cercle familial. Parce que quand on lit bien Féroce, on se rend compte que on ne sait pas, parce que moi je ne suis pas quelqu'un de démonstratif, et je ne veux pas décrire des scènes où on va trop loin, où on pourrait mettre vraiment des images sur des mots. Pour moi c'est compliqué. Donc je préfère laisser aux gens le soin d'imaginer ou d'aller plus loin que ce que je leur raconte. Mais on imagine... Parce que le prédateur... Tout à fait, très bien. Hein, c'est alors assez, le prédateur en question, on ne sait pas jusqu'où il va avec les enfants. Voilà, c'est ça que je veux aussi laisser un petit peu en retrait. Radio CHU, c'est ta radio. Pour en revenir, Daniel Thierry, au début de votre roman, on découvre des ossements au zoo de Vincennes dans l'enclos des lions. Oui. Oui, c'est
c'est un des 2 lieux qui m'ont servi de toile de fond pour ce roman. Donc le parc zoologique de Paris, puisque c'est son nom exactement, qui est situé à Vincennes, enfin à lisière de Paris. Et puis l'autre parc zoologique qui m'a inspiré d'ailleurs en premier lieu, c'est la réserve africaine de Thoiry. C'est un parc qui est situé à côté pas très loin de Versailles, à une 60aine de kilomètres de Paris. Vous vous êtes documenté pour... J'y suis allée passer du temps. J'ai séjourné là-bas plusieurs fois, avec la bénédiction et la bienveillance du comte propriétaire du parc. Vous vous imprégnez des lieux? Oui, parce que c'est très important. Moi, je ne peux pas. Évidemment, il y a des choses, quand elles ne sont pas importantes ou fondamentales dans mes romans, je vais faire comme tout le monde, je vais aller sur Internet, je vais chercher une information, chercher le nom d'une rue. Mais si j'ai vraiment besoin de faire quelque chose dedans, dans ce lieu, une mise en scène, comme là, quand même, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de scènes, j'ai besoin de passer beaucoup de temps. Donc j'ai passé beaucoup de temps au Parc zoologique de Paris et à Thoiry, puisque c'est là que les choses... on revient sur une affaire du passé qui s'est passée là. Ensuite, on revient au présent avec des scènes qui sont quand même assez importantes dans la narration. Et évidemment on a besoin de tout ça parce que c'est irremplaçable pour moi. C'est comme une enquête, si vous voulez. C'est comme si je faisais une enquête à distance. Derrière le travail mon bureau. d'écrivain, finalement, est aussi un travail d'enquête. Mais oui. Et moi, je ne le conçois pas autrement que ça. Voilà. C'est-à-dire que si je situe une action aux États-Unis, il va falloir que j'aille aux États-Unis, à l'endroit où ça se passe. Je ne peux pas le faire à distance. J'ai besoin du son, j'ai besoin des odeurs, j'ai besoin d'une ambiance. Puis il y a toujours un petit truc qui se passe, qui va venir alimenter le... Là, je décris une scène où la psy, dans le livre, il y a une psy qui est très importante. Alix. Voilà, Alix, elle franchit une limite, sans se rendre compte qu'elle a franchi une limite dans le parc, une limite non autorisée aux piétons. Et de l'autre côté, elle se retrouve en difficulté. Et j'ai fait cette scène parce que ça m'est arrivé. Tout à mon repérage, tout à mon truc, je ne me suis pas rendu compte que j'étais passée de l'autre côté. Et là, j'ai vu arriver des gens qui sont très vigilants, des gens du parc, dans une voiture, qui m'ont dit « montez tout de suite ». Et il y avait des grosses bêtes, pas très loin, qui avaient pourtant l'air bien placides, mais qui, eux, n'avaient pas raté mon entrée en scène. Tiens. Donc voilà, c'était... Une invitée. Une invitée surprise. Pour le dessert. Ouais. Mais n'empêche que, vous savez, au début de l'existence du parc, les animaux sont en semi-liberté et on y circule en voiture. Et au début de cette aventure, il y avait tous les animaux étaient concernés, y compris les félins, les fauves. Et il y a quelqu'un qui est descendu de voiture, qui a été tué par un lion, parce que le lion, lui, il voit quelque chose qui bouge dans son champ de vision. Oui, c'est pas anodin. Il y a son instinct qui le guide, et c'est pas une peluche. Donc voilà. Et justement, ce qui est frappant dans votre roman, c'est cet extrême réalisme, et notamment des policiers qui ne sont pas des héros, comme on peut le voir dans certaines séries, mais des personnages vraiment de chair et de sang, avec des états d'âme, des personnages avec des failles. Et je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que votre propre expérience nourrit ce travail d'écriture, ce travail de construction des personnages. Pour ce qui concerne les personnages, c'est évident. C'est évident que ces gens existent déjà. Tous ceux dont je parle existent. Edwige Marion, c'est un petit peu moi. C'est mon reflet littéraire. Oui, qui apparaît dans Edwige Marion, qui apparaît dans chacun de vos opus. On est au 13e, là. Féroce, c'est le 13e dans lequel elle apparaît. Alors, tout ce qu'elle a vécu, tous les avatars que je lui fais subir, parce que je ne l'épargne pas. Oui, puisqu'on voit qu'elle est très mal, elle est assez mal en point. Voilà, dans celui-là, elle est assez mal en point. Alors, c'est fluctuant. Elle a reçu une balle. Oui, voilà. Elle a pris une balle dans la tête au milieu de la série. Un moment où j'en avais un petit peu assez de la mettre en scène. Ce qui me dérange dans les séries, c'est pour ça que quand vous dites pas de héros, pas de choses comme ça, c'est que la vie, c'est pas quelque chose de formaté. Et moi, mes personnages, je ne veux pas qu'ils soient formatés parce que
Dans la vie, c'est comme ça. Vous occupez un poste dans la police, vous n'êtes pas toujours au 36 quai des Orfèvres, au top niveau, au patron de la brigade criminelle. Vous pouvez être dans un obscur service de police de banlieue, un obscur commissariat, et c'est pas pour autant que vous êtes un mauvais flic ou que vous ne ferez pas votre travail comme les autres, mais sauf qu'on ne parlera pas de vous parce que vous n'êtes pas suffisamment dans la lumière. Et moi, ces gens, c'est de ceux-là que je parle, principalement. Même si de temps en temps, j'en fais intervenir qui sont un petit peu plus dans des services un peu plus prestigieux. Mais, oui, avec des choses qu'on voit qui ne sont pas faciles, même pour eux, d'aller au bout peut-être de leur enquête. Oui, mais bien sûr. Et puis la vie privée impacte la vie professionnelle. On ne pose pas son barda de flic quand on rentre chez soi le soir. On a généralement son arme avec soi. On va la planquer pour que les enfants puissent pas l'atteindre. Ou on va faire des choses qui sont évidemment fortement imbriquées. Et quand vous avez vécu une situation très difficile pendant la journée, ou que vous rentrez chez vous, comme ça m'est arrivé, après quelques journées d'absence, parce que quand vous êtes en planque sur une affaire, vous ne pouvez pas tout poser, vous dire, attendez, c'est l'heure du biberon, il faut que je rentre. Donc ça demande déjà une certaine organisation, mais il est évident que ce que vous avez vécu, vous le traînez un petit peu à la semelle de vos chaussures quand vous rentrez chez vous. Même si vous faites en sorte que ce ne soit pas le cas, ça va l'être. Forcément impacté. De la même façon que quand vous partez le matin, que votre gosse a 42 fièvres et que vous ne savez pas ce qu'il a et que vous ne savez pas quand vous allez pouvoir le récupérer, évidemment que ça va vous embêter un petit peu pendant votre journée de travail. Hein, mais justement, Valentine... C'est ce qu'on voit peu dans les séries. Et puis ce qu'il faut dire aussi, et que je tiens à dire, c'est qu'on est vraiment dans la configuration d'une équipe. On est dans un groupe. Voilà, il n'y a pas de héros parce qu'il y a chacun son importance, chacun a son rôle à jouer et c'est imbriqué. C'est-à-dire que personne ne peut faire son truc tout seul. Moi, de temps en temps, je leur fais faire des petites choses un peu... Oui, on voit, il y a beaucoup de personnages dans votre roman. Parfois, Alix de Claverie, la psy, elle est un peu autonome, elle est un peu spéciale quand même dans sa façon de vivre. Pas dans sa façon de travailler, mais dans sa façon de vivre. Ce qui fait que parfois, elle perd un petit peu elle perd un peu le nord, quoi, d'une certaine façon. Marion aussi, c'est un personnage borderline, Edwige Marion. Elle n'est pas standard. Elle a du mal parfois à faire le tri entre justement sa vie privée, sa vie professionnelle. Elle se fait avoir par des histoires d'amour. Elle change tout le temps de mec. Elle n'arrive pas à faire sa vie facilement. Oui, on voit que dans votre roman, ça s'imbrique le privé, le professionnel. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes toujours sur Radio CHU en compagnie de Daniel Thierry dans l'émission Confidence. Pour Confidence, que le monde était déprimant, qui permettait de tels crimes et qu'elle avait l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes, de s'escrimer pour rien. C'est Valentine, votre personnage, qui écrit cela. Et je voulais vous demander, avec votre roman Tabou, vous abordiez l'infanticide avec Féroce. En gros, c'est quand même la pédophilie. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Vous aimez bien lever les tabous. Et quand on écrit sur ces thèmes, quel regard est-ce qu'on peut avoir on porte sur notre société ? À votre avis, non, un regard pas très optimiste. Pas très optimiste. Mais ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. C'est ce métier, disait un de mes premiers patrons, c'est celui où on perd très vite son innocence. C'est toutes ces illusions. Voilà, ces illusions. Et voilà, on est très très vite de plein pied dans la réalité. On peut être candide là. Non, on peut pas être candide. Même si moi j'avais eu l'ambition de changer le monde, de le rendre meilleur. Bon, donc je fais en sorte qu'il soit le moins mauvais possible, en tout cas pour les gens qui sont les plus proches de moi. Mais c'est vrai que là, parfois, on touche vraiment, on touche le fond. Parfois. Oui, puis vous levez des tabous, quand même, l'infanticide, c'est pas des choses dont on parle tous les jours. Non, on n'en parle pas parce que justement, c'est un sujet tabou. Moi, j'ai eu des magistrats au début de ma carrière, quand je leur parlais d'une mère toxique, d'une mère nocive, qui était probablement à l'origine du décès d'un enfant par soit des faux de soins, soit trop de soins, parce que des fois, ça peut arriver, avec Munchausen par procuration, des choses comme ça.
il me disait non mais c'est pas possible, c'est la mère, hein. Voilà. Donc on avait quelque chose sacré. Exactement. On a la sacralisation du personnage. Et évidemment, c'est dans la majorité des cas, c'est ça, heureusement. Mais quand même, il faut toujours avoir à l'esprit que ces choses-là ne sont pas des inventions d'esprit torturé comme le mien, même si mon esprit peut être torturé. Quelques mots, puisqu'on arrive presque à la fin de l'émission, sur ces messieurs de l'abri, parce que vous écrivez aussi des essais, Danielle. Oui, j'écris pour la jeunesse. J'écris des romans pour les jeunes. Je rencontre souvent des jeunes gens, des enfants dans les classes. Et j'écris des documents qui nous parlent de la police, de vrais services, de vraies affaires, de vraies histoires. Parce que c'est un métier qui m'a collé à la peau, qui me colle toujours à la peau. J'ai adoré cette ambiance, j'ai adoré ce milieu. Et j'ai besoin d'y rester encore. Réaliste, cruel, glaçant, féroce de Danielle Thierry, paru aux éditions Flammarion. Merci à Danielle Thierry d'avoir accepté mon invitation. Retrouvez l'émission sur Facebook, n'hésitez pas à partager si vous aimez. À très bientôt, on vous embrasse. Ciao, ciao.